Si vous le voulez bien, on peut démarrer cette séance inaugurale pour l'année universitaire de l'Université de Pau et des Pays de la Dour. Donc c'est un très grand plaisir, un très grand honneur pour l'université d'accueillir Gérard Mourou, le prix Nobel 2018 de physique, le dernier prix Nobel français pour l'instant. Et je voulais lui souhaiter la bienvenue ainsi qu'à ses accompagnateurs. Et je sais que nous aurons aujourd'hui une très belle conférence, mais je laisse Gilles Pigeot-Descabeaux, qui est le responsable de l'ICIT de l'université, faire la présentation de M. Gérard Mourou. Bienvenue à vous. Merci Mohamed. Oui, ça fonctionne, c'est bien. Donc il m'appartient de vous présenter Gérard Mourou. Est-ce bien raisonnable? Votre parcours. Vous êtes né en Savoie, je crois. Alors, vous étonnez pas, ça c'est un réflexe purement provincial. À Paris, on ne demande jamais aux gens d'où ils viennent, en fait. Hein. On est tous persuadés qu'ils viennent de Paris. Voilà. J'ai appris en vivant en province qu'il fallait commencer par là. Donc, apparemment, c'est important. On m'a jamais autant demandé d'où je venais. J'ai jamais dit autant de fois que je venais de Marseille. Bref, formation à l'université de Grenoble. Doctorat à l'université Pierre et Marie Curie. Je crois que vous aviez travaillé sur les lasers déjà à cette époque-là. Le parcours qui s'ensuit est quand même à quelques particularités. Alors, la première, c'est une série d'allers-retours entre le continent européen et le continent américain. Je vais citer quelques universités. Université Laval d'abord, University of California San Diego, si j'ai bien fait mes devoirs après. Puis vous revenez en France, au laboratoire d'optique appliquée, et à nouveau vous repartez aux États-Unis, d'abord à l'université de Rochester et ensuite à l'université du Michigan à Ann Arbor. Et c'est en 2005 que vous revenez en France pour prendre la direction du laboratoire d'optique appliquée, créer l'Institut de la lumière extrême sur le plateau de Saclay, et l'ILI, Extreme Light Infrastructure, qui est une infrastructure européenne. Simplement pour citer ces deux exemples de ces deux aventures qui sont un tout petit peu emblématiques et qui traitent tous de la lumière. Alors ça peut vous paraître bizarre de commencer cette présentation par la géographie, et je voudrais vous citer une phrase que j'ai tirée d'une interview de Gérard Mourou, c'était dans le journal du CNRS en 2007. Mes collègues français me considéraient comme fou de quitter le pays, mais c'était la seule possibilité de combiner physique de la matière condensée, électronique et photonique ultra rapide. Je crois que l'exemple est à méditer. En fait, l'exemple et le message que ce parcours suscite, c'est que nous, chercheurs, nous devrions toujours aller aux endroits où nous avons la possibilité de faire ce que nous voulons faire. Et ça, je crois que c'est un premier message très très important, ne pas hésiter à bouger. La preuve, je crois que vous avez eu les plus hautes distinctions, et c'est probablement parce que vous avez voulu bouger que vous avez aussi eu ces distinctions. Au plan scientifique, deux mots. Et ces mots, j'imagine que vous allez nous en parler, laser et puissance. Vos travaux ont porté sur le développement de lasers de plus en plus puissants. Et je crois que leur fondation, si j'ai bien fait mes devoirs à nouveau, c'est la mise au point en 1985 de la méthode qui aura été le début de vos travaux et une des raisons majeures pour laquelle on vous a donné le prix Nobel, une méthode de décomposition, d'amplification et de compression de la lumière. J'ai mis un peu de temps à comprendre, mais j'avoue qu'on trouve sur le web des choses vraiment qui permettent d'illustrer la chose, illustrer le concept de façon assez simple pour un néophyte. Tout ce que j'ai retenu aussi, c'est que ces méthodes permettaient de faire un bond de 3 à 5 ordres de grandeur dans la puissance des lasers à une époque où les puissances de laser stagnaient, c'est-à-dire qu'elles ne se développaient plus comme auparavant d'une façon linéaire dans le temps. Vous avez conçu les lasers les plus puissants au monde, en particulier le premier laser femtoseconde de 10 pétawatts, que vous appelez Apollon. Alors je vous préviens tout de suite, Jupiter, je pense que le mot est déjà pris, hein, mais pour d'autres raisons, pour le suivant. C'était vraiment une rupture. Vous avez reçu il y a un an, je crois que c'était le 2 octobre, le jour de l'annonce, le prix Nobel pour cette découverte et les travaux qui sont venus après. De façon assez emblématique, permettez-moi, je me suis attaché à quelques petits détails. Vous l'avez reçu avec Donna Strickland, qui a fait son doctorat sous votre direction. Et ça, c'est un message que je pense qu'il faut envoyer et que l'Académie de Stockholm
envoyé, peut-être involontairement, je vais quand même le relayer, à tous les doctorants du monde. Il y a des perspectives dans la recherche. Et les doctorantes, tout à fait, vous avez bien raison. C'est un bel exemple à méditer, je pense. C'est un bel exemple à méditer dans un monde académique qui, faut-il le reconnaître, ne brille pas toujours pour sa modernité et sa capacité à reconnaître tous les acteurs de la recherche. Alors les applications de vos découvertes nous touchent tous. Vous le savez peut-être si vous avez pris la peine de vous intéresser un peu aux travaux de Gérard Mourou. Par exemple, la chirurgie ophtalmique, j'ai lu que c'était arrivé par accident. Que c'était un étudiant qui avait pris de la lumière, qui avait pris la lumière dans l'œil et que finalement, cet accident-là s'est transformé en ce qu'on connaît aujourd'hui, la chirurgie ophtalmique par laser. Et ça, c'est quand même un joli devenir pour quelque chose qui était supposé au départ être un accident. J'ai pu assister, mais là dans d'autres fonctions, on a eu l'occasion d'en discuter, à vos perspectives au sujet de l'application des lasers à forte puissance pour transmuter les déchets radioactifs de haute activité. Je crois que c'est des perspectives, ce sont des essais. L'idée n'est pas si nouvelle, mais l'idée, vous voulez la porter le plus haut possible. Je crois que quel que soit le devenir de cette application potentielle, ce que je retiens, en fait, c'est un tout petit peu la part de rêve qu'elle comporte. Et ça, je crois que c'est aussi quelque chose qui est très important. La part de rêve, et ce rêve naît souvent de l'association entre les sciences, les technologies, au service du bien-être et du progrès. De temps en temps, mais là, si je m'exprime en mon nom et seulement en mon nom, ça vaut tout de même le coup de souligner que les sciences et la technologie apportent le progrès et le bien-être. C'est une idée qui est trop souvent battue en brèche ces temps-ci. Alors voilà, j'ai prononcé le mot rêve, je vais faire comme le Petit Prince, je vais vous demander de venir nous faire partager vos passions et votre rêve. Merci Gilles pour cette très belle introduction. Merci de m'avoir invité, parce que Pau a joué un rôle important dans ma carrière. Parce que un de mes collègues, qui est juste en face, là, professeur Henri Pépin, est une personne qui m'a permis finalement de créer les premières applications du laser type CPA, dont je vais vous parler. Bon, et je voulais vraiment vous faire savoir que quand même à Pau, il y a des physiciens importants et qui ont contribué de façon importante. Ne rougis pas comme ça, Henri, mais c'est vrai. Il était important de le reconnaître. Donc, je suis très très content d'être ici, bien sûr, ce pays magnifique, et aussi de vous partager avec moi ma passion, effectivement, ma passion pour cette lumière extrême. Alors pourquoi je dis c'est quelque chose de passionnant? Parce que vous allez voir qu'avec la lumière, en fait, on va pouvoir faire des choses absolument extraordinaires, mais des choses qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir le faire. Okay. Et donc, je vais vous donner quelques exemples. Bien sûr, vous avez tous, on a tous vu des lasers comme ceci, qui envoient une lumière qui est intéressante, qui est utilisée pour beaucoup de choses, mais vous allez voir que ça peut aller beaucoup, beaucoup plus loin que les types d'applications que vous connaissez. Donc ça sera en fait je vais décrire un peu les applications futures. Alors là, bien sûr, j'ai le plaisir de vous montrer ma co-lauréate. Quand j'ai reçu ce coup de téléphone, le 2 octobre 2019, 18. Bien sûr, c'est ma femme Marcel s'en souvient aussi bien que moi. C'est vraiment quelque chose d'absolument monumental, et dont on se souvient
On ne se souvient peut-être pas exactement de l'année, mais on se souvient de la date. Mais on se souvient enfin, du plaisir qu'on a à le recevoir. Et alors, donc, j'allais à la piscine, comme je fais tous les midis, et ma secrétaire qui court après moi et qui dit « Gérard, revenez, ne vous éloignez pas, vous avez un coup de téléphone de l'étranger. » D'accord, alors je reviens à mon bureau, prends le téléphone, et là, au bout du fil, bien sûr, il y avait une personne qui se présente, qui dit « Voilà, je suis le chairman du Nobel Committee, et je vous annonce que vous avez été sélectionné pour être le nominé de la physique, du prix de physique de cette année. Et bon, ben c'est comme une tonne de briques qui vous tombent dessus. Vous êtes. Alors, je peux vous dire que je ne suis pas allé à la piscine après ça. Et donc, tout de suite, après, le président, le chairman du comité, enchaîne en disant, ben voilà, ça c'est bien sûr, c'est important. Et je me disais, oui, c'est important, mais bon, je suis un des 200e prix Nobel de physique, parce que le prix Nobel a quand même une centaine d'années, 120 ans. Il y en a en moyenne 2 ou 3 par an qui l'ont. Donc ça fait quand même un certain nombre. Mais ce qui était unique, c'est ce qu'il va me dire après. Il me dit, voilà, vous allez le partager avec votre étudiante Donna Strickland. Et Donna Strickland, donc mon étudiant qui a démontré en fait le concept de CPA, que je vais vous présenter, était la troisième femme prix Nobel en 120 ans. Et bien sûr, on est extrêmement fiers en tant que professeur d'avoir une étudiante qui est la troisième étudiante Nobel. C'était quelque chose de... Donc, c'était, comme j'aime le dire, c'était vraiment une grosse cerise sur un gros gâteau, quoi. Voilà. Et bien sûr, et ça, je suis très content. Et là, c'est pour ça que je tiens toujours à la présenter. Voilà. Donc, je vais vous parler de la lumière. Je commence par le commencement, bien sûr. La lumière, ben, vous la connaissez, hein, c'est la lumière qui s'émane du soleil ou bien qui est créée par une ampoule électrique. Mais il y a un autre type de lumière, c'est celle-ci, c'est la lumière laser. Hein. Alors, bien sûr, elles sont très différentes. Elles sont très différentes parce qu'il y en a une qui est, comme on dit dans notre jargon, incohérente, qui est la lumière des ampoules, etc. Et il y en a une qui est cohérente. Et cette cohérence, dont je vais parler maintenant, c'est celle qui donne, bien sûr, c'est cette directionnalité, cette monochromaticité et ses propriétés. Alors, pour essayer d'expliquer un petit peu la différence entre cohérence et incohérence en lumière, j'aime toujours... Ah oui, il y a une chose que je voudrais... Non, voilà. J'aime toujours comparer ça, par exemple, à des coureurs de marathon qui s'élancent dans leur marathon sur une avenue, par exemple. Hein. Tous ces coureurs, bien sûr, sont habillés différemment. Ils vont à des vitesses différentes. Ils ne se connaissent pas entre eux. Mais ça, c'est analogue aux photons qui sont dégagés par cette ampoule électrique. Par contre, l'autre type de lumière, c'est celle-ci. Voilà, celle-ci, la lumière laser, c'est vraiment, elle pourrait être comparée à un défilé de soldats, où chaque soldat, bien sûr, portent le même uniforme, sont identiques les uns les autres, vont bien sûr au même pas. Et si on connaît la position d'un soldat, d'un marcheur, on connaît la position de tous les autres. Et ça, je trouve que c'est une image un peu de ce que c'est la différence entre la lumière laser et la lumière du soleil ou des ampoules électriques qu'on a. Voilà. Donc,
la lumière laser peut être émise en différentes formes. Elle peut être continue, hein, le faisceau est continu, ou bien alors elle peut arriver en petite impulsion. Et ces impulsions, elles peuvent avoir des durées de l'ordre de la milliseconde, microseconde, mais aussi de l'ordre de la nanoseconde, hein, 10-9, hein, milliardième de seconde, hein, ou la femtoseconde. Donc là, c'est quand même maintenant un millième de milliardième de seconde. Attendez, j'ai dit nanoseconde, 10-9, un milliardième de seconde, mais il y a la picoseconde qui est entre, bien sûr, la nanoseconde et la femtoseconde, que je oubliais, qui est, elle, un millième de milliardième de seconde, et la femtoseconde qui est un millionième de seconde. Et donc, bon, vous allez me dire, mais à quoi ça sert, ces impulsions ultra brèves, etc. Et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça sert. Hein. Donc, c'est ça qu'il faut. On va surtout, l'invention que j'ai faite avec Donald Strickland, etc., ça tourne toujours autour des impulsions picosecondes, c'est-à-dire millième de milliardième, ou bien millionième de milliardième, hein, femtoseconde. Voilà. Et je vais vous montrer pourquoi on fait ça. Bon, donc, évidemment, le millionième de milliardième de seconde, c'est très court, et vous savez que il faut une seconde, grosso modo, pour la lumière pour aller de la Terre à la Lune. Mais en une femtoseconde, hein, c'est-à-dire un millionième, milliardième, eh bien, il faut à la lumière ce temps pour traverser une cellule rouge. Hein. Donc, c'est pour vous donner que bien sûr, ces impulsions sont excessivement courtes. Alors, il y a une chose vraiment qui est intéressante à propos de la lumière et à propos du laser, c'est lorsqu'il a été inventé, le laser a été inventé en 60, hein, en 1960, par Ted Naiman, et exactement le 16 mai 1960. Et cette lumière, elle a une énergie, les photons, une énergie typiquement de l'ordre de l'électron-volt, où c'est la lumière rouge qui a une longueur d'onde de l'ordre de 7000 angstroms, mais bon, je ne vais pas trop technique là. Mais avec cette lumière-là qui est émise par, ici c'est un laser à rubis, c'était le premier laser qu'on a produit, on peut faire deux choses extrêmes. La première chose, c'est que on peut alors j'y arriverai, oui, on peut utiliser cette lumière pour ralentir les objets, en particulier pour ralentir les atomes, pratiquement jusqu'au point de les arrêter, hein, qui est une limite en soi. Donc on peut ralentir les atomes, mais aussi on peut les accélérer. Alors là, ce n'est pas les atomes, mais ce sont les électrons, des particules, qu'on peut les accélérer jusqu'à l'autre extrême de la vitesse, qui est la vitesse de la lumière. Voilà. Et ça, c'est vraiment très, très, très important. Et ça donne alors, sur le plan des énergies, qui caractérisent tous ces phénomènes, il y a 25 ordres de grandeur. Hein. Donc, c'est ce qui explique vraiment le nombre d'utilisations phénoménales du laser. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux impulsions extrêmement brèves? Je vais vous expliquer. Vous voyez, la puissance mondiale produite par toutes les centrales qui produisent de l'électricité, elle est de l'ordre du térawatt. Ça, c'est la puissance mondiale. C'est pas moi pour une fois, d'accord, c'est bien.
Là, ça, c'est la puissance mondiale. Mais avec le laser, on peut produire des impulsions qui font le pétawatt, c'est-à-dire 1000 fois le térawatt, c'est-à-dire 1000 fois la puissance du réseau mondial en quelques femtosecondes. Et ça, bien sûr, ça va nous donner des applications absolument très importantes. Pas nécessairement militaires, au contraire. Dans le militaire, s'il n'y a pas d'application pour ça, mais pour autre chose. Alors, cette puissance phénoménale, qui est puissance instantanée, phénoménale du pétawatt, si on la focalise, par exemple, sur une des dimensions de l'ordre de quelques microns, et vos cheveux font une cinquantaine de microns de dimension, eh bien, on peut produire des pressions de radiation qui sont énormes, de l'ordre de quelques 10 millions de tours Eiffel sur votre doigt. Ça, c'est le type de pression que vous pourriez produire avec la lumière. Alors, là, il y a une chose, souvent les gens sont intrigués, ils disent, mais comment est-ce qu'on invente? Comment vous faites pour inventer les choses? L'invention, ça vient naturellement, souvent ça arrive comme ça. Il y a une chose qu'il faut faire, bien sûr, il faut toujours penser à ce qu'on veut faire, penser de façon générale. Mais ça arrive comme ça, de façon aléatoire, et là, l'invention donc du CPA, que je vais décrire rapidement en point, parce que c'est quand même un peu compliqué pour expliquer dans le détail. C'est arrivé, je disais avec ma femme, Marcel, qui est au premier rang, on faisait du ski. Et alors, quand on fait du ski, qu'est-ce qui se passe? Justement, il ne se passe pas grand-chose. On est là, il y a le ciel qui est bleu, on est décontracté, etc. On est en chairlift, on n'a rien à faire pendant 10 minutes. Et puis là, j'ai eu cette idée. Mais l'idée ne vient pas toute seule, bien sûr. Et tout de suite, on est arrivé au sommet J'ai dit à Marcel, j'ai une idée, il faut que je descende au labo tout de suite. Et donc, je suis arrivé au sommet de la montagne, puis je suis descendu jusqu'à la voiture. Et puis, heureusement, on était avec des amis, comme ça, Marcel pouvait rentrer avec eux. Je ne l'ai pas laissé toute seule. Voilà. Et puis, je suis arrivé au laboratoire et j'ai dit, j'avais mes étudiants, j'ai dit, arrêtez tout ce que vous faites maintenant. Arrêtez tout ce que vous faites. Et ce qu'on va faire, c'est ça. Ce qu'on va faire, c'est ça. Voilà. Bon, je vais vous expliquer un peu, quand même. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va prendre notre impulsion qui vient de notre laser. Alors, voilà. Je tourne le bouton. Notre impulsion qui est produite par un petit oscillateur comme ça, qui fait des impulsions très brèves, qui fait quelques femtosecondes, ou à l'époque c'était quelques picosecondes, et on va l'amplifier, mais on sait qu'on ne peut pas l'amplifier directement, parce que dès qu'on l'impulsion est amplifiée, elle acquiert des puissances, parce qu'elle est petite, parce qu'il faut bien se souvenir que la puissance, c'est l'énergie divisée par le temps. Donc, tout de suite, étant très très bref, on a des puissances absolument colossales. Voilà, c'est pour ça qu'on avait un problème, on ne pouvait pas amplifier les impulsions avant. Et maintenant, donc, on va prendre cette impulsion et on va essayer de l'amplifier, mais on ne pourra pas l'amplifier directement. On va d'abord l'étirer. En l'étirant, on va diminuer sa puissance et on va pouvoir l'amplifier beaucoup, beaucoup mieux. En l'occurrence, 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois mieux. Voilà. Et alors, moi j'ai essayé d'illustrer, par exemple, ce qu'on fait maintenant. On prend l'impulsion pour les gens qui ont des mal avec les puissances, etc. L'impulsion, c'est la taille d'une mouche, le poids d'une mouche, et on l'amplifie jusqu'à un éléphant. Et une fois qu'elle est amplifiée, on la recomprime, on fait le phénomène inverse. Voilà. Bon, alors je ne vous dis pas que ça ne se passe pas aussi simplement que ça, parce qu'il faut quand même, il y a beaucoup, pour faire les choses très très bien,
c'est très difficile. Mais on y arrive très bien maintenant. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça c'est pour le CPA. Alors qu'est-ce qui s'est passé tout de suite, c'était en 85. Le laser avait été inventé en 60. En 60, l'impulsion, la puissance, ça c'est l'intensité qui est en ordonnée. En abscisse, on a les années. Et donc, la puissance a augmenté, le laser est inventé. Quelques années après, on a réussi à augmenter la puissance par différentes techniques. Et après, on n'a plus pu augmenter la puissance parce que les puissances devenaient trop importantes et on endommageait les pièces optiques, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a ce plateau ici, ce plateau. Et avec le laser CPA c'est Chirp Pulse Amplification. En français, c'est amplification par fréquence, dérive de fréquence, voilà. Amplification par dérive de fréquence, voilà. Merci Henri, tu vois que tu as de bons restes. Bon, alors, alors maintenant, à partir de là, vraiment les puissances ont pu augmenter. Et donc, là, par exemple, elles ont pu augmenter jusqu'à par des ordres et des ordres et des ordres de grandeur. Alors, je vais vous décrire un petit peu ce qui se passe dans les différents domaines. Je commencerai par le violet, puis après, je parlerai du domaine vert et un peu aussi du domaine jaune. Alors, déjà, pour un petit peu commencer à vous faire comprendre que les choses changent, quand je suis dans le vert, là, c'est la région où le champ électrique de la lumière, parce que la lumière, c'est une onde électromagnétique, il y a un champ électrique, il y a un champ magnétique, mais jusqu'à présent, on considérait seulement le champ électrique qui agitait nos atomes, c'est pour ça que nos électrons autour des atomes, mais les vitesses de ces électrons autour de l'atome ne sont pas grandes par rapport à la vitesse de la lumière. Et donc, c'est l'optique qu'on connaît. Elle est comme ça. Voilà. Dans l'optique maintenant qu'on va pouvoir faire, c'est que maintenant le champ électrique du laser devient si grand que les électrons maintenant autour des noyaux maintenant oscillent à des vitesses relativistes. C'est-à-dire que pendant leur oscillation, leur masse change. Et ça, bien sûr, ça va changer complètement les choses. L'optique va changer complètement. Ici, après, dans le jaune, si on persiste en augmentant l'intensité, eh bien, on arrive à un régime où maintenant le laser est tellement intense qu'il va interagir avec le vide. Okay. Et à partir de ce moment-là, la vitesse de la lumière va être différente en fonction de la polarisation de la lumière. La vitesse de la lumière va changer. Et en plus, non seulement elle va changer un petit peu, mais on va créer de la matière. On va créer de la matière qui va sortir du vide. Okay. Et ça, c'est dans la bande jaune. Alors, je vais commencer par ce qui se passe, la bande violette, qui intéresse énormément, qui intéresse des millions de personnes par an. C'est pour l'ophtalmologie. Alors, pourquoi est-ce que on est arrivé à l'ophtalmologie? D'abord, je saute un peu quelques slides. Oui, d'abord, il y a une chose, c'est que ces impulsions qui sont tellement courtes, elles sont si courtes, par exemple, que, alors, si je compare, si je prends des impulsions un peu classiques des lasers,
parce que là, je prends le cas de l'utilisation des lasers pour l'usinage. L'usinage. Bon, les impressions qui sont à la microseconde ou la nanoseconde, elles sont courtes, certes, mais pas suffisamment courtes pour ne pas faire d'endommagement. Parce que lorsqu'on focalise le laser donc, avec des impulsions relativement longues, nanosecondes, microsecondes, eh bien, l'énergie va se déposer ici, mais la température, bien sûr, va augmenter, et on cherche à augmenter la température jusqu'à la température de fusion, pour faire le machining, l'usinage. Mais l'onde de chaleur va se propager aussi, et donc on va arriver avec une espèce de cratère. On va irradier une petite partie du spécimen, mais il va rester un cratère. Mais si on fait ça avec des lasers femtosecondes, eh bien l'impulsion étant tellement courte qu'on va déposer notre énergie exactement et la température va rester, on va augmenter la température exactement et on va créer notre endommagement si vous voulez, mais il va être très propre. Il n'y aura pas de dommages collatéraux. Et ça, c'est quelque chose qu'on a découvert en fait un petit peu par accident, tout à fait par accident. Attendez, oui, là, je vous montre un peu des exemples d'usinage qu'on peut faire avec le femtoseconde, très très précis. Vous voyez, c'est des toutes petites, par exemple des trous ici qui font des microns, mais les bords de ces trous sont excessivement précis. Okay. Alors, un endroit en médecine, bien sûr, dans le monde, ou dans les applications, on a besoin de précision, bien sûr, c'est l'œil. On veut faire l'usinage de l'œil pour certaines raisons. On a découvert donc l'énorme qualité de ces lasers, en fait, par un accident. J'ai un étudiant qui a eu en ajustant le laser était nouveau, donc en ajustant le laser, eh bien, il a reçu un coup de laser dans l'œil. Alors tout de suite, on l'a amené à l'hôpital, et à l'hôpital, l'ophtalmo le regarde, et puis il dit « Waouh, c'est extraordinaire !» Et il dit « Mais qu'est-ce qui est extraordinaire ?» Parce que les ophtalmologistes, ils ont l'habitude des lasers, mais ce sont des lasers à impulsion longue. Et là, donc il avait l'habitude de voir des choses, des endommagements produits par le laser. Et là, il dit « Waouh, c'est extraordinaire !» Parce que, il dit « Mais l'étudiant, il dit pourquoi c'est extraordinaire ?» Il dit « Parce que l'endommagement est parfait. » L'endommagement est parfait. Et c'est vrai, il était tout petit, et il y a des bords absolument nets, etc. Donc, l'endommagement sur sa rétine était parfait. Et tout de suite, ça nous a donné l'idée, bien sûr, de persévérer, en fait, avec l'Université de Michigan où j'étais. Tout de suite, a mis un demi-million de dollars sur la table pour qu'on continue ces recherches. Je m'attendais à ce qu'on ferme le laboratoire, mais non, ça a été l'inverse qui s'est passé. Mais bon, je ne le conseille pas de faire la science comme ça. C'est comme ça. Donc ça a été, et actuellement, il y a 24 millions, enfin on dit une vingtaine de millions d'opérations qui ont été faites depuis 2001. 2001, c'est la date à laquelle le premier appareil qui a été fait par deux de mes étudiants a été mis sur le marché. Voilà. Donc ça, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Là, c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. On a le laser, on peut faire des découpes dans la cornée. Alors, si vous utilisez des lasers picosecondes, si vous utilisez les lasers picosecondes, eh bien, c'est ce que vous obtenez.
si vous utilisez laser femtoseconde, vous voyez, les découpes sont très très belles, etc. Alors, j'ai un clip que je vais sauter, qui illustre, malheureusement, qui illustre un peu ça, mais je crois que je n'aurai pas assez de temps pour le montrer. Et peut-être que je peux essayer de le montrer quand même. Voilà, donc ça c'est, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on va faire une découpe, on va créer un flap, on va faire une découpe dans la cornée, hein, et on va étudier donc ce fameux femtoseconde, et on voit le laser qui va back and forth, qui va comme ça, et qui fait cette découpe. Cette découpe est faite, bien sûr, en focalisant le laser à une certaine profondeur et en le déplaçant. Voilà. Alors on fait une espèce de flap, là, vous voyez, à l'intérieur de la cornée. Hein. Et ce flap-là, oui, c'est un peu dur. C'est pour ça que j'hésite à le montrer toujours, parce que il y a toujours des gens qui vont pas jusqu'au bout, mais tenez le coup parce que ça dure pas longtemps. Alors, on fait ce flap, et puis, ça c'est pour les gens qui vont avoir la procédure. Et je sais qu'il y en a beaucoup. Et là, maintenant, voilà. Alors, j'arrive maintenant à une autre application. On passe maintenant, là je vous ai montré les applications dans la zone violette, où les intensités ne sont pas très élevées. Hein. Maintenant, on va augmenter les intensités, et on va passer dans la région verte, ici, où je vous ai dit qu'à ce moment-là, les choses en optique se changeaient complètement. Hein. Les électrons qui oscillent autour de l'atome, normalement. Maintenant, ces électrons-là, bon, d'abord, on va les ioniser, on va ioniser l'atome, et puis ensuite, les électrons, eh ben, ils vont être agités à la vitesse de la lumière, et leur masse va changer. Alors, une grande application est celle-ci. On va pouvoir utiliser cette lumière, maintenant, pour accélérer des particules, notamment pour accélérer des électrons. Alors, vous savez que les accélérateurs sont très utilisés en fait en médecine. Elles sont très utilisées dans le monde industriel, dans les sciences des matériaux, etc. Mais en général, ils nécessitent beaucoup de place. Ils sont très chers. Et là, avec la lumière, cette lumière extrême, je vais vous montrer qu'on peut faire les choses de façon beaucoup, beaucoup plus compacte. Alors, comment accélérer ces électrons? L'analogie, c'est la suivante. Vous allez voir, avec la lumière, on va donc produire une vague, des vagues, sur un plasma. Alors, le plasma, c'est simple, c'est une soupe de protons ou d'ions, et en général, et puis d'électrons. Et donc, cette lumière va créer ces vagues, et ces vagues-là vont entraîner les particules à des vitesses proches de la vitesse de la lumière. Alors là, vous voyez, vous avez le laser, vous focalisez sur un jet de gaz qui est là, et là, vous créez donc un plasma. Et ce plasma, vous voyez, il y a une onde plasma. Et dans cette onde plasma, il va y avoir des électrons ici qui vont tomber dans cette onde, ils vont surfer sur cette vague. Et alors, ces électrons vont pouvoir acquérir des énergies absolument extraordinaires, extraordinairement grandes, puisqu'on va pouvoir accélérer des électrons sur 1 centimètre
à des énergies de l'ordre du giga-électronvolt, du giga-électronvolt. Alors vous allez me dire, oui, big deal. Donc le GeV sur 1 centimètre. Alors le GeV sur 1 centimètre, si vous voulez faire un GeV, il faut utiliser des machines comme ça. Vous voyez, ça c'est le synchrotron qui se trouve à Soleil, mais c'est tous les systèmes, tous les accélérateurs laser que vous voyez sont de ce type-là à peu près. Ils sont toujours très gros, etc. Vous voyez, mais cet accélérateur fait 1 kilomètre, il ne fait pas 1 centimètre. Et donc ça, c'est bien sûr, on va pouvoir maintenant, on a démontré qu'on pouvait réduire la taille des accélérateurs d'une façon considérable. Alors quand on réduit la taille, en général, on réduit aussi son coût, et ça devient beaucoup plus acceptable, beaucoup plus abordable, et donc il y a vraiment des applications maintenant qui vont apparaître facilement. Donc là aussi, là je montre l'anneau du CERN, qui fait 27 km. Pourquoi est-ce qu'il fait 27 km? Eh bien, c'est parce qu'on ne sait pas accélérer les particules à des hautes énergies sur des petites dimensions. Voilà. Et maintenant, on peut le faire parce que disons qu'on pourra le faire avec cette accélération laser. Alors, c'est 27 km, c'est vrai, mais si on fait on fait ça avec un laser, eh bien, on pourra le faire sur quelques centaines de mètres, sur la longueur d'un stade, quelque chose comme ça. Et donc ça, c'est quand même considérable. Et actuellement, on travaille sur des schémas où on va pouvoir le faire sur des centimètres. Voilà, en utilisant ce concept dans les solides, au lieu d'utiliser le concept dans des gaz. Et ça, bien sûr, c'est quelque chose d'absolument fabuleux, parce si on peut mettre le CERN sur un doigt, vous voyez, c'est quand même quelque chose qui change la vie, qui change la science aussi. Parce que maintenant, bien sûr, si on peut faire du TeV par centimètre, on peut faire du PeV sur une dizaine de mètres. Voilà. Donc, alors maintenant, aussi, il faut que je crois que sur le plan des applications, je mentionnais aussi le fait qu'on puisse accélérer les particules a des conséquences importantes en médecine, parce en médecine, on utilise énormément les accélérateurs. Alors, je cite quelques exemples, par exemple la protonthérapie, la thérapie nucléaire, ensuite on utilise aussi le nucléaire pour les diagnostics. La protonthérapie, bien sûr, ça aussi c'est quelque chose d'extrêmement attrayant, parce que si on utilise, si on a le cancer quelque part dans le corps, disons dans le cerveau, eh bien, en général, on utilise des rayons. Ces rayons, bien sûr, c'est des rayons, soit rayons X, soit des électrons qui peuvent pénétrer la matière. Et ensuite, seulement le problème, c'est que ils vont pénétrer, ils vont affecter, bien sûr, peut-être on va essayer de brûler la tumeur, mais aussi on va brûler toute la partie des tissus sains avant la tumeur. Il se trouve qu'avec les protons, les choses ne se passent pas comme ça. Les choses vont se déposer, en fonction de leur énergie, les électrons vont se déposer à une distance précise, et qui est fonction de l'énergie de ces protons. Et donc, on affectera beaucoup moins les tissus qui sont devant la tumeur. Ça, c'est bien sûr, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, pourquoi c'est important ici? C'est que, comme je vous ai dit, si on peut faire des protons sur des petites dimensions, les protons, avec des techniques conventionnelles, les accélérations sont énormes. Les accélérateurs sont énormes. Et là, si on peut les faire de façon plus compacte et moins chère, bien sûr,
ils pourront bénéficier un plus grand nombre de patients. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très important. Maintenant, une autre application qui me tient beaucoup à cœur, et on en a parlé à table, à midi, c'est bien sûr essayer de traiter les déchets nucléaires. On sait que, on a un problème actuellement avec le réchauffement climatique, le changement climatique, qui est réel et qui est produit par l'homme, par l'activité humaine. Il faut changer les choses. Et une des choses, bien sûr, il y a bien sûr le charbon, il y a le pétrole, etc. Il y a le nucléaire. Et comme on pourra, dites maintenant, à cause du CO2, ce sera difficile d'utiliser le pétrole et le charbon, il faudra bien penser au nucléaire. Alors bien sûr, le nucléaire, c'est une très mauvaise presse, mais je pense que c'est un peu injustifié, qu'il y a des méthodes, comme celle que je vais vous citer, qui peuvent réellement produire de l'énergie nucléaire sans dommage, enfin sans détruire la planète, quoi, sans créer du CO2, etc. Donc, je vais parler par exemple d'une méthode, c'est la transmutation. Lorsqu'on crée de l'énergie, dans un réacteur, on crée des espèces comme, il y en a 4 typiquement, neptunium, curium, américium, plutonium, qui ont des temps de vie qui sont énormes et qui sont très, très nocifs. Et c'est cela dont on veut parler. Il y en a beaucoup d'autres aussi, mais ils sont pas gênants. Et donc, une des techniques, c'est bien sûr, le problème de ces matériaux, c'est qu'ils ils ont un temps de vie énorme, de millions d'années, ou de centaines de milliers d'années. Un temps de vie très très énorme. Mais ce temps de vie peut être réduit si par exemple avec donc des particules qu'on pourrait accélérer avec le laser, comme les neutrons, qu'on pourrait produire, pas accélérer, mais qu'on peut produire avec le laser, comme les neutrons, eh bien on peut casser ce noyau, on peut le fissionner, et les produits de fission maintenant sont de l'ordre de quelques minutes. Ou des heures, ou même des années. Donc c'est quelque chose d'absolument attrayant et à mon sens mérite d'être étudié. Avec le laser, on devrait pouvoir produire, comme je vous ai montré, on peut faire des accélérateurs beaucoup plus compacts et moins chers. Donc de cette façon-là, on peut produire donc ces particules, ces neutrons, de façon plus simple. Voilà. Une autre application qui est aussi très sociétale, c'est le nettoyage spatial de tous ces débris qui ont été, disons, émis depuis la création de l'ère spatiale, en 1957. Depuis l'ère spatiale, enfin la création, donc le premier Sputnik qui a été lancé en 1957, il y a des millions de débris, et ce qu'on a envoyé dans l'espace, ça correspond à 4 tours Eiffel. C'est 28 000 tonnes. Et il y en a une moitié qui correspond à des déchets. Et c'est ces déchets, bien sûr, qu'il est important de nettoyer. Et la technique que l'on propose, et je vais vous la décrire dans un film, une vidéo qui est là, et qui consiste à déorbiter les déchets. On commence par une expérience qui a été faite par les Chinois qui ont essayé de détruire un satellite. En détruisant le satellite, on a millions de déchets. 1 000 000 de déchets. Non, si c'est des... 1 000 000 de déchets. 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 1 000 000 de
Merci.
recevoir un laser spécial qu'on appelle Alpha. Faire le travail. On va déorbiter en créant une ablation sur le début. Cette ablation va se traduire par un effet fusée qui va changer la trajectoire du débris. Voilà. Voilà, donc ça c'est ma dernière application dont je vais vous parler. Et une chose importante, c'est que le prix Nobel, il est donné pour des inventions, comme Alfred Nobel le dit, qui sont pour le greatest benefits of humankind. Et donc, je pense, et le comité Nobel, je pense, a reconnu que la lumière extrême correspondait à la définition de ce que voulait Nobel. Parce que la lumière extrême est capable de produire les champs électriques les plus importants, les accélérations les plus importantes, les températures, les pressions les plus importantes. Donc, je pense il peut avoir des implications extrêmement importantes, dont celles dont je vous ai parlé, mais il y en a bien d'autres encore. Alors, mais je pense aussi, c'est pour les jeunes qui aiment la science, qui aiment la technologie et qui aiment l'optique et le laser, etc. Je pense que the best is yet to come. Et maintenant, je vais continuer de vous présenter parce que les gens sont curieux à propos du prix Nobel. Et ils se demandent comment ça se passe, etc., etc. Alors, je vais vous montrer comment les choses se passent un peu quand on reçoit le prix Nobel. Alors, d'abord, bon, ça dure une dizaine de jours, hein, mais les derniers jours sont vraiment, on focalise vraiment sur le prix Nobel. Les premiers jours, on va donner des conférences dans les ambassades, dans les écoles, etc., etc. Mais après les derniers jours, c'est vraiment le prix Nobel. Alors, on ne reçoit pas le prix Nobel. D'abord, on donne une conférence. Hein. On donne une conférence. Dans un grand hall, 100 personnes qui écoutent, etc. Ensuite, bon, comme on va... oui, comme on reçoit pas... on va pratiquer, parce que le roi va nous donner le prix. Hein, et donc, il ne va pas nous le donner comme ça, hein, on ne le reçoit pas dans une enveloppe. Il faut pratiquer la façon de le recevoir. Il y a tout un protocole qu'on apprend durant une matinée. Hein, c'est incroyable. Bon, on est 10 hein, quand même. Hein, donc, il y a ici la dame là, qui joue le rôle du roi. Et elle nous apprend à... Et on est sur le cercle, il y a N Nobel, et puis qui nous apprend vraiment à recevoir le prix, et puis à remercier le jury, remercier l'audience, etc. D'une certaine façon. Bon, après ça, là on regarde, avec Donna, on regarde nos collègues en train de pratiquer. Et après ça, alors il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il y a un banquet. Ah non, on se prépare. Hein, donc, Nobel, Marcel et Donna m'ajustent mon beau taille. Et après, donc on va dans la salle, une salle de 1500 personnes encore, où vous voyez, il y a la famille royale qui est ici. Il y a les lauréats qui sont ici, là on est à peu près au nombre de 10, et il y a un orchestre fabuleux là, qui joue des airs, etc. Il y a les membres du jury, etc., etc. Et après alors, il y a
la remise du prix. Donc là, on reçoit le prix, etc. Par le roi. Là, on est content. On regarde tout le monde. Et puis aussi, on est content. Ah ouais, là, voilà, là, les 10. Les 3 premiers ici, enfin les 2 premiers, c'est nous. Là, on est à la physique. Et puis là, la chimie, les 3 après. Et puis après, il y a la médecine et l'économie. Hein. Voilà. Et après, là, on est content, et puis on est félicité par sa femme, etc. Bon. Elle est bonne, hein? Oui, elle est très bonne. On va voir. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. C'est pas tout. Après, alors, il y a un banquet absolument énorme. Il y a 1500 personnes qui sont là. Alors, c'est toujours, bien sûr, il faut avoir fait quelque chose hein, pour être dans ce banquet-là. C'est pas n'importe qui. Hein. Et au centre, là, quelque part au centre, il y a les lauréats avec le roi et la reine. Alors, là, il y a, bien sûr, parce que Donna est une femme, c'est une physicienne, et la physique, c'est le numéro 1 au Nobel. Donc, elle est à côté, bien sûr, du roi. Okay. Et elle a l'air vraiment très, très heureuse. Hein. Il n'y a pas de problème. Elle a vraiment la banane. C'est vrai. Et le roi aussi. Hein. Ils plaisantaient constamment entre les deux. C'était incroyable. Et puis après, moi, je suis à côté de la reine. Hein, et à côté de la princesse Sophia. C'est pas une mauvaise position non plus. Mais tout ça, c'est très glamour. Vraiment, l'endroit, le moment le plus émouvant qu'il y a, hein, personnellement, je crois, c'est celui-là. C'est celui-là. Là, il n'y a plus d'éclairage, il n'y a plus de glamour, il n'y a plus rien. Simplement un bureau qui n'est pas particulièrement bien éclairé. Enfin, et là, je suis avec Marcel et on nous amène ces cahiers. Ces cahiers, comme ça. Ces cahiers un peu... Ils sont âgés, hein, ils sont vieux. Un peu spécieux parce que c'est le cahier où il y a la signature de tous les prix Nobel depuis le premier. Donc, et on vous demande de signer. Et je vous assure que c'est un moment très émouvant. Surtout, j'étais avec ma femme, Marcel, de 52 ans, qui m'a supporté un physicien pendant 52 ans. Vous pouvez vous imaginer le mérite qu'elle peut avoir. Voilà. Et je crois que je vais arrêter là. Et je vais vous remercier. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation et merci beaucoup de nous avoir fait partager ces instants. C'est pas souvent hein, qu'on voit ces instants-là. Ouais, j'imagine que ce cahier, ça doit être quelque chose, effectivement. Ouais. Un petit temps de questions, s'il reste un peu d'énergie. Alors le plus dur, c'est la première. Dans les applications potentielles, vous aviez dit au stade extrême, créer de la matière à partir du vide. Comment expliquer ça? Oui. Ah oui, vous n'êtes pas le premier à vous poser la question. Non,
prendre le micro. Oui, ben voilà. Donc je vais prendre le micro comme ça. Oui, parce que bien sûr, le vide n'est pas vide, en fait. Le vide, il est constitué de particules et d'antiparticules. Hein. Et donc, la lumière, justement, la lumière a des niveaux d'intensité, c'est-à-dire un niveau de champ électrique important pour séparer les particules des antiparticules. Voilà. Et c'est pour ça qu'on peut matérialiser finalement le vide ou matérialiser la lumière. Ah, la matière qui existe, on la récupère. C'est des électrons, des positrons, des choses comme ça. Ouais. Au niveau, puis après, bien sûr, c'est des éléments plus complexes. Il faut avoir déjà pour l'électron important, qui est quand même les particules les plus légères. Ça demande des niveaux d'intensité extrêmement élevés. Est-ce que vous m'avez entendu quand même? Oui, oui, allez-y. Oui, je vois une dame. Ah non, elle met son manteau. D'autres questions? Oui. Hop là. Oui. Bonjour. C'est à propos des déchets nucléaires. Oui. Si j'ai bien compris, il s'agit de faire une fission sur des produits qui sont des déchets, des noyaux qu'on ne sait pas faire jusqu'à présent, qui seraient. Ah si, on sait faire maintenant. On sait faire, mais grâce à votre laser, c'est ça? Non. Non. Non, mais justement, on sait faire parce qu'on a des accélérateurs. Il y a une manip, une expérience qui s'appelle Mira. Oui, mais en pratique, ça serait pour produire des éléments qui ont une durée de vie beaucoup plus courte. Oui, c'est ça. Mais actuellement, ça ne se fait pas. Mais avec des accélérateurs qui soient pas chers. Oui, d'accord. C'est pour ça que la technique d'accélération laser est intéressante. Oui. Non. D'accord, je comprends. J'ai une petite question concernant la diffusion thermique que vous avez parlé des yeux. Parce que vous avez dit qu'il n'y a pas de diffusion thermique, ça veut dire que c'est parce que l'énergie totale est trop faible. Non, et parce qu'elle n'a pas le temps de en se... femtosecondes, D'accord. Le front de chaleur n'a pas le temps de se déplacer. Oui, parce qu'il se pourrait que les lois que l'on connaît des transferts de chaleur, pour des vitesses aussi grandes, ne soient pas les mêmes. Non, les vitesses ne sont pas très grandes. Hein. Là, c'est des vitesses. Alors là, vous avez un spécialiste, c'est Henri Pépin, qui peut répondre à cette question. Non, mais c'est des vitesses de quoi? C'est 10 puissance 7 cm par seconde, typiquement. Oui, mais les problèmes de conductivité thermique ne sont pas les mêmes à cette vitesse. Les choses changent, mais c'est lent par rapport à la durée de l'impulsion. Pour poursuivre sur cette question des déchets nucléaires, je pense qu'il y a quand même un problème important, c'est le volume, le tonnage, surtout si l'on compte tous les déchets qui vont être générés lors de la destruction des centrales. Oui. Non, mais bien sûr. Donc bien là, sûr. on a vraiment un problème industriel. D'abord, il faut voir qu'il y en a quelques pourcents, 1%, quelque chose qui sont vraiment nocifs. Hein. Les autres ne le sont pas vraiment. Et donc, c'est sur quelques pourcents qu'il faut travailler. Hein. Donc, ça en fait déjà beaucoup moins. Et après, bien sûr, le travail, c'est de trouver une méthode de produire des particules, en l'occurrence des neutrons, de façon pas chère. Voilà. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, l'état de l'art aujourd'hui, c'est les réacteurs de 4e génération, Super Phénix, pour donner un nom que tout le monde connaît. L'idée, c'est de mettre Super Phénix en boîte, quoi. Un peu. Voilà. Parce que Super Phénix, c'est pas tout à fait ça, parce que, Super Phénix, donc,
il y a la même idée d'utiliser les neutrons, etc., pour créer la transmutation. Mais là, l'idée, c'est plutôt l'idée d'ADS, c'est-à-dire l'idée où on met à la fois un réacteur, un laser avec un réacteur. Voilà. J'ai une question, bonjour. Je suis là. Oui, oui. J'ai une question sur les limites à ce raccourcissement des durées, des flashs que vous envoyez. Parce que si on prend par exemple une durée de 10-12 multipliée par la vitesse de la lumière, ça nous fait une distance de l'ordre de 300 microns. 300 microns. 300 microns. Oui. Si on connaît bien ça. Si on réduit encore la durée, on arrive à des longueurs d'impulsion dans l'espace qui seraient de l'ordre de la longueur d'onde. Absolument. Et donc on a une limite. Non. Non. Parce qu'il n'y a pas de limite dans le spectre électromagnétique. Non, mais actuellement, par exemple, on travaille sur des systèmes qui vont donner la zeptoseconde. Mais la zeptoseconde, bien sûr, ce sera dans le spectre gamma. Oui, d'accord. Ok. Hein, ce seront dans des bouffées, pas des bouffées de visible, de lumière visible, mais des bouffées de lumière gamma. Quoi. Oui. Mais on peut pas Parce qu'il n'y a pas de limite dans le spectre. On ne peut pas faire de flash qui aurait une longueur plus courte que la longueur d'onde. On est limité par ça. Absolument. Ouais. Absolument. On peut, mais c'est tiré par les cheveux. Hein. Pardon? Ah, on n'est pas encore tout à fait là. On n'est pas encore tout à fait là. Il manque une dizaine d'ordres de grandeur. Oui, voilà. Non, bien sûr. Autre question. Autre question. Ouais. Oui, oui. Bonjour. Est-ce qu'on peut attraper un rayon lumineux? Est-ce qu'on peut attraper un rayon lumineux? Merci. Et comment dire attraper? C'est-à-dire attraper avec votre main? Ah mais non, vous la capturez, on peut la capturer, on peut la focaliser sur un objet. La lumière ne peut pas traverser de toute façon des choses qui sont opaques pour elle, pour sa longueur d'onde. Si la lumière, si l'objet est opaque pour la lumière, bon, on aura ça dépend. Enfin, la façon d'attraper, c'est je ne vois pas comment on peut attraper, parce que attraper, c'est que ça évoque le fait, on peut intercepter la lumière. On peut l'intercepter, bien sûr. Si je vous envoie un flash là, de lumière, vous l'interceptez. Donc cette lumière va pas vous traverser parce qu'elle sera absorbée par vos tissus. Hein? Bon, voilà. Alors, si pour la transmission, il faut que ma lumière soit rayon X. Si je vous envoie de la lumière X, elle va se traverser. Mais ce n'est pas les mêmes longueurs d'onde. C'est toujours la lumière, et pas les mêmes longueurs d'onde. C'est exactement comme la question qui m'a été présentée. Si je peux intervenir à nouveau, il me semble que le troisième larron du prix Nobel que vous avez reçu, c'est la personne qui a découvert les pinces optiques. Les pinces optiques, donc oui. La lumière, on ne peut pas l'attraper, mais elle peut vous attraper. Oui, exactement. Voilà. Les pinces optiques, oui, absolument. C'est un peu dans l'esprit de ce que j'ai démontré, c'est avec la lumière, justement, on peut accélérer des particules ou on peut les ralentir. Et c'est ce qui se passe avec les pinces optiques. On utilise le gradient du transversal du faisceau pour piéger les atomes. Oui, une question. Quelles sont les conditions qui vous poussent à être aussi créatif? Très, très bonne question. Moi, j'aime bien les questions des enfants comme ça. C'est toujours des belles questions. Je sais, c'est la curiosité. C'est la curiosité d'abord. C'est la curiosité, quoi. C'est de savoir, tiens, qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe.
Voilà, c'est comme ça. Mais quand tu fais des découvertes, je t'assure que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est pas souvent. Mais la question est très bonne. Ouais. D'autres questions? Oui. Bonjour. Je voulais vous demander pour le laser, en fait, vous avez dit que le laser à pulsation courte fait moins de dégâts que le laser continu. Donc pour se débarrasser des débris dans l'espace, on utilise quel laser? C'est des lasers aussi à impulsion courte. C'est des lasers à impulsion qui... comment? Ça fait moins de dégâts, non? Oui, mais vous avez raison. Le problème justement de faire le ménage en enlevant ces particules, c'est qu'il ne faut pas en créer d'autres. Hein. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être sûr que ce que l'on fait ne va pas créer des particules, parce que les particules se déplacent à 10 fois la vitesse des balles les plus rapides. Alors si elles rencontrent n'importe quoi, elles vont percuter, elles vont créer d'autres débris. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. Alors, dans notre concept, c'est on détecte un débris à peu près à 100... Alors ça, c'est des choses qu'on va faire dans la station spatiale. Hein. On détecte un débris à peu près à 100 km. Hein. Bon, 100 km, il va à 15 km par seconde, donc en 6 secondes, il est sur vous, hein, déjà. Donc on n'a pas beaucoup de temps. Mais il faut le détecter. Et puis après, avec le laser, on va envoyer le laser, mais là, on va simplement créer une petite ablation sur sur l'écrou que vous avez vu, hein, ou sur le boulon que vous avez vu. On crée une petite ablation, et cette ablation, elle s'accompagne d'un effet fusée. Le fait qu'on fait une ablation, comme ça, il y a la matière qui est éjectée, donc par conservation du moment, vous avez un petit effet fusée. Cet effet fusée va simplement va déorbiter le débris et il va tomber dans l'atmosphère et là il va être brûlé. Ce qui fait qu'on va pas, c'est pas le laser qui va faire exploser le débris, hein. C'est qu'on va changer de direction seulement. Bonjour. Je me posais la question pour rebondir sur la question de destruction de débris spatiaux. Oui. Donc, servir de ce système pour faire une sorte de déboueur de l'espace. Parlez plus fort parce que je ne sais pas si les gens... Donc, je me posais la question de la puissance électrique à fournir pour utiliser ce genre de laser. Oui, bien sûr. Elle est colossale. Pourquoi? Pour les débris spatiaux? Voilà. Non. 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 Elle est ce qu'elle est, quoi, mais enfin, elle n'est pas colossale. Hein. Elle est... on a fait des calculs, bien sûr. Le laser qui est embarqué, là, c'est un laser qui peut être alimenté par bien sûr des panneaux solaires. Hein. Tout ça, bien sûr, c'est connu, c'est calculé, etc. Et c'est bien sûr, c'est possible. C'est possible. Hein. C'est faisable. Mais bien sûr, on peut pas. C'est faisable parce que, encore une fois, comme la question précédente, on ne va pas essayer de faire exploser le débris comme ça par le laser. On crée une petite ablation qui donc s'accompagne d'un effet fusée et qui va faire changer le débris, la trajectoire du débris, qui va être absorbé, qui va être brûlé par l'atmosphère, comme des météorites qui frappent la Terre constamment. Merci.
Merci beaucoup. Je me tourne quelques secondes parce que nous sommes aussi en relation avec Anglette, qui nous écoute en visio. Pour l'instant, j'ai pas eu de questions. C'est pour ça que j'avais le bon téléphone. Ah, d'accord. Je faisais pas l'adolescent moyen en train de regarder mon téléphone pendant que vous parliez. Je vérifie qu'il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions, je vais rendre la parole à Mohamed Amara. Je crois qu'il veut conclure cette séance. Bien. C'était pour vous remercier pour votre venue, votre conférence, tous ces messages que vous avez pu faire passer. Et puis j'espère à bientôt à Pau une nouvelle fois. Merci à vous.